bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour tout le Bonjour, monde. monsieur. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va Oui. bien, ça va bien. Et toi? Ça va. Merci pour Bien. d'avoir pris le temps de répondre à notre demande, Pas de souci. premièrement. Et comme nous ne commençons pas encore, je suggère que nous commencions par introduire nous et toi-même aussi. Et pourriez-vous vous présenter d'abord notre groupe et d'abord notre groupe, puis nous dirons brièvement nos noms et après cela. Très bien. Parfait. Ok. Euh, Premièrement, merci. Alors, d'abord, je suis Binte. Je suis le fils de Peter, votre collègue, et Tout à fait. je suis la personne avec laquelle vous avez être en contact par email. Et on a mon groupe Raphaël, Peter Jan, Bonjour, je suis Raphaël. Niels Salut. et Lou. Bonjour, Et monsieur. comme je l'ai déjà expliqué dans l'email, nous avons dire quelques questions à vous Ouais. sur votre entreprise. Et pour la première question, je donne la parole à Raphaël. Très bien. J'ai bien reçu les questions, donc c'est très bien. Comme ça, j'ai pu préparer un petit peu. Ok. Super, Si je super. parle trop vite, faut me dire. Pas de Ouais. souci. Ok. Oui. Merci. Avant de me présenter, je peux juste savoir c'est dans quel type d'études que vous êtes? Dans l'étude de handelsingenieur. Ingénierie commerciale. Ingénieur commercial. Ah, Ouais. voilà. Et super. Et en quelle année? Dans la En deuxième deuxième. année. Deuxième. Très bien. Super. Donc, moi, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Olivier Ojak. Donc, je travaille à la SNCB depuis 2001, donc bientôt 24 ans. J'ai commencé à la SNCB dans la partie, je suis ingénieur industriel de formation. Donc, j'ai commencé plutôt dans la partie euh, suivi de fabrication et mise en service des nouveaux trains. Donc, on a plusieurs sociétés qui fabriquent des trains, comme Alstom, comme Siemens, comme Ansaldo Breda en Italie. Donc, je devais superviser chez les constructeurs la fabrication, la qualité et la mise en service des trains. Donc, les trains depuis 2000 sont tous passés près de moi pour pouvoir dire OK, ils peuvent rouler. Donc, et vous pouvez les prendre, il n'y a pas de souci, ils sont en ordre. Ok. En 2010-2011, là, j'ai changé un peu de secteur. Et là, j'ai travaillé beaucoup plus dans la partie supply chain. Tout ce qui était aspect master data, planification des besoins, allez, petites commandes, appels sur contrat, mais aussi tout ce qui était le domaine du transport, logistique, transport, entre les différents ateliers SNCB. Je me suis occupé aussi de tout ce qui était investissement pour les ateliers. Donc, on a fait plusieurs nouveaux ateliers en Belgique et des nouveaux halls. Et donc, tout ce qui était équipement intérieur pour le pont roulant ou pour les machines, outils. Donc, c'est moi qui ai géré tout ce qui était achat là-dessus. 2018, j'ai pris une autre fonction qui était lancer le département Supplier Quality Assurance. Donc, pas uniquement focalisé sur l'aspect produit, train ou pièces, mais aussi sur le développement des fournisseurs. Supplier Relationship Management, Supplier Lifecycle Management et vraiment le suivi, performance et évolution des fournisseurs. En 2000, j'ai voulu refaire de la partie achat. Donc là, j'étais responsable pour tout ce qui était achat opérationnel multicatégorie. Euh, C'était achat opérationnel, nous, c'est tous les achats, les petits achats, jusque 200 000 euros. Bon, 200 000 euros, c'est petit ou pas petit, ça dépend un peu de la notion. Et alors, en 2022, avec Peter et Good, à l'époque, on a décidé de réorganiser encore allez, une dernière fois, mais plutôt focaliser sur l'aspect produit et client. Donc, on a scindé notre département procurement en deux.
un département qui fait procurement et direct procurement, tout ce qui est achat train et pièces train dans l'équipe de Peter. C'est à peu près 500-600 millions d'euros par an. Et l'équipe indirect procurement chez moi qui achète tout, sauf les trains et les pièces train. Donc tout, ça veut dire tout ce qui est, par exemple, allez, matériel de bureau, ça c'est le facile, mais tout ce qui est l'aspect consultance, tout ce qui est énergie, tout l'aspect IT, tout ce qui est les marchés de services pour le nettoyage des gares, des trains, tout ce qui est aspect sécurité. Donc les catégories sont très 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 variées dans Indirect. Et je gère aussi un spend entre 500 et 600 millions d'euros. Donc, Peter et moi, on peut dépenser 1,2 milliard d'euros par an à peu près. Ouf. Donc, Ouais. c'est des chiffres assez énormes. Maintenant, avant de passer aux questions, je vais peut-être donner une image globale de la société. Hein. SNCB, ça a fortement évolué sur les 20 dernières années. Donc, le gros changement s'est produit vers 2005, où on a coupé la SNCB en trois blocs, mais surtout deux grands blocs à l'époque. Un bloc infrastructure, donc qui gère les rails, les caténaires et les sillons pour circuler, et c'est Infrabel. Et nous, SNCB, nous sommes l'opérateur, donc celui qui possède les trains et qui fait circuler les trains sur le réseau de Infrabel. Dans notre patrimoine, on a aussi la gestion des gares. C'est fort important parce que l'Europe a décidé de scinder vraiment l'opérateur de l'infrastructure pour ouvrir le marché aux autres opérateurs. Donc là, c'est les étapes qui sont en cours maintenant. L'ouverture s'est faite progressivement, donc différents opérateurs, différents ouais, SNCF ou Deutsche Bahn ou NS peuvent circuler théoriquement sur le réseau en Belgique. L'ouverture au marché est totale depuis 2020, le 1er janvier 2023, sauf que les petits opérateurs comme la SNCB, hein, on est petit par rapport à France ou par rapport à l'Allemagne, les États pouvaient donner un direct award, donc pouvaient donner encore à la SNCB le droit exclusif de faire circuler ces trains pour 10 ans, moyennant beaucoup de conditions. Donc, on a reçu ce Direct Award encore pour 10 ans, donc jusqu'en 2032, où on est l'opérateur exclusif pour circuler en Belgique. Après 2032, il y aura d'autres trains que SNCB qui vont rouler sur le réseau. Bon, il y a déjà d'autres trains comme les TGV, comme donc TGV, Eurostar ou ICE allemand, mais ça, ce sont des trains grande vitesse, donc qui étaient déjà en ouverture de marché plus tôt. Donc, on a maintenant ce qu'on appelle chez nous un contrat de service public. Ce qui dit contrat de service, donc l'État nous mandate pour faire circuler des trains, mais nous, on doit rendre des comptes à l'État. Donc, c'est pas dire on reçoit des milliards de l'État, non. L'État nous paye pour faire circuler des trains, mais si on ne fait pas circuler les trains correctement, l'État nous paye beaucoup moins. Donc, on a un système de contrat avec bonus-malus en fonction des objectifs à atteindre. Donc, voilà un peu le scope pour que vous ayez une image de la société et savoir, par rapport à vos questions, quel est l'impact aussi des différentes questions et pour pouvoir rapprocher vers le contrat de service public, les objectifs, les KPI et les suivis. Ok, Voilà. Ça, merci. Merci, merci. Il ne faut pas hésiter de m'interrompre s'il y a s'il y a des questions au fur et à mesure, en plus de ce qu'on va discuter. Hein. Ok, merci. Ça va? Merci. J'ai la première question pour vous. Je me demandais quel rôle les technologies jouent dans les activités quotidiennes de la Ouais. SNCB. Maintenant, si on parle des aspects logistique pièce-train pour la maintenance des trains, dans ce sens-là, nous, on travaille avec, principalement avec SAP. Hein, donc SAP, ou là-dedans, donc pour tout ce qui est la maintenance des trains, le système de planification des besoins, système de réapprovisionnement, tout est intégré dans SAP. Donc, on travaille pour les trains, on a chaque fois une bill of material globale pour le train.
En fonction des activités de maintenance programmées, on a des bill of material spécifiques. Et donc, l'approvisionnement va tenir compte du besoin dans les bill of material et de la planification de la maintenance. Hein, donc, je regarde en même temps ce que j'avais noté. Donc, tout ça est planifié via SAP. Donc, SAP va proposer toujours des demandes d'achat, générer des demandes d'achat qui va faire ok. en sorte qu'on va faire du réapprovisionnement. Maintenant, dans le processus de logistique, livraison pour nos ateliers, livraison externe, on a trois possibilités. Soit on travaille avec des schedule agreements avec nos fournisseurs. Schedule agreement, euh, on, on envoie toutes les semaines les besoins sur 18 mois et le fournisseur peut produire, sachant que dans X mois, il va pouvoir livrer. C'est fort intéressant pour des fournisseurs quand ils ont des grands lead time pour de la production ou quand ils doivent produire par batch. Si c'est un fournisseur qui doit produire par batch de 1000 pièces et que nous, on commande par 100, il peut produire un batch de 1000, sachant que nous, on va commander quand même au fur et à mesure des 18 mois. On a l'autre processus qui est simplement, on a un contrat avec un fournisseur, des prix, des délais négociés, et là, on va commander au fur et à mesure. Donc, notre système MRP va calculer les besoins tenant compte des délais de livraison du fournisseur, d'autres délais de prise en charge de pièces, de contrôle ou autre, et donc il va anticiper la demande d'achat. Cette demande d'achat est vérifiée par un contrôleur MRP chez nous, donc une personne qui va checker, OK, il faut bien ça, et qui va convertir ça en commande. Et la troisième possibilité, c'est quand on n'a pas d'accord avec les fournisseurs, là, c'est chaque fois des commandes ponctuelles, spot buy. Donc là, pour chaque Ah oui. spot buy qui vient chez nous, il faut reconsulter le marché, chercher le fournisseur qui est capable de fournir au meilleur prix, et là, on va passer commande. Mhm. Donc ça, c'est vraiment les trois grands aspects pour le réapprovisionnement. Euh, donc, technologie SAP, bon, c'est une chose. Maintenant, SAP est fortement en forte évolution, donc on travaille sur le futur SAP, SAP S/4HANA, qui va arriver d'ici 2-3 ans. Donc là, ouais, on a acheté, donc moi j'ai négocié l'achat de nouveau SAP, c'est 80 millions à peu près. Et maintenant, on est en train de négocier avec des boîtes externes l'implémentation de ça, et c'est à peu près 150-160 millions pour l'implémentation de... ouais. Ouf. C'est Ouais. des montants énormes. Donc, et ça, c'est Mhm. fort important de savoir. Maintenant, euh, oui, donc ça, c'est ouais, une des technologies, un software naturellement. Si on parle de technologie pour nos trains, pour faire circuler nos trains, qui est vraiment l'autre aspect, bon, on maintient les trains, mais après, il y a aussi l'aspect planification et faire circuler les trains. Là, on a différents programmes développés internes par nos IT, mais on a d'autres systèmes qu'on a achetés sur le marché et qu'on configure automatiquement. Des outils de planification des trains qui intègrent et la planification tenant compte des horaires, mais aussi la planification du matériel, la planification des conducteurs et des accompagnateurs. Donc, le gros souci qu'on a à la SNCB, c'est que nos trains circulent, on appelle ça de façon comme un peu un chameau avec deux bosses. Pourquoi deux bosses? C'est il nous faut beaucoup de trains entre 7 heures le matin et 9 heures et beaucoup de trains entre 15 heures et 17 heures pour transporter tous les gens qui vont travailler ou tous les gens qui vont dans les écoles. Ce qui fait que pour arriver à planifier ça et à optimiser et le parc matériel et les prestations des conducteurs accompagnateurs, c'est assez compliqué parce que on a besoin de 3-4 heures le matin, de 3-4 heures le soir et la journée, c'est assez stable. Donc Mhm. notre parc matériel est énorme. Pendant la journée, il y a beaucoup de matériel qui dort et la nuit aussi. Ouais. Et lié à cette approche de circulation, on a intégré aussi un nouveau système de maintenance des trains. Maintenance TIM, qu'on appelle Time Integrated Maintenance. Pourquoi? Parce que avant, nos trains, tous les 28 jours ou autant de kilomètres, ils doivent passer en maintenance. C'est comme une voiture, 20 000 kilomètres maintenance. Le train, c'est soit le nombre de jours, soit le nombre de kilomètres. Il y a deux butées.
Et alors, chaque fois qu'il arrivait à son échéance, on immobilisait le train toute la journée, mais donc il n'était pas disponible ni le matin ni le soir. Maintenant, on a changé le concept en disant on ne va plus mettre le train de côté une journée et travailler pendant 8 heures dessus, mais on va travailler 3 fois 3 heures. Donc le train va rouler le matin, il rentre en atelier la journée, on fait 3 heures de maintenance et il ressort pour rouler l'après-midi. Et 3 jours de suite comme ça, ce qui fait qu'il a eu son entretien total, mais en 3 fois et pas en une seule fois. Mais donc on a augmenté de cette façon la disponibilité du matériel aux heures Oui. vraiment nécessaires. Voilà. Ben, merci. Donc, c'est surtout dans l'approvisionnement que la technologie est utilisée. Oui. Allez, vraiment là-dedans, l'approvisionnement et la maintenance, oui, Ouais, ok. tout à fait. Comment les processus logistiques sont-ils alignés sur les objectifs généraux de la SNCB? Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé du contrat de service public au début. Dans le contrat de service public, il y a plusieurs engagements, dont 3 qui sont fort importants. C'est les trains à l'heure, le nombre de trains supprimés et la fiabilité du matériel. Voilà, il fallait que je retrouve. Donc, tout ça est mesuré. Et donc, notre processus logistique intervient sur les 3 éléments parce que pour qu'un train soit à l'heure, il faut qu'il soit entretenu et qu'il puisse démarrer à l'heure. La fiabilité est liée à la disponibilité des pièces aussi. Et donc, comment on fait dans nos processus logistiques? Au niveau SNCB, on a 2 grands ateliers qui sont Malines et Namur, Salzine. Ce sont des ateliers centraux qu'on appelle. Pourquoi? Parce qu'eux font la grande révision des trains. Donc un train tous les 4 ans, là on fait une grosse révision, un très gros entretien, donc il est immobilisé pendant des semaines. Et à côté de ça, on a 9 ateliers de ligne qui font la maintenance journalière. Donc les 3 heures, 3 jours de suite, eux font la maintenance journalière. Donc c'est eux qui ont besoin des pièces qui tournent beaucoup. Et toutes les pièces sont approvisionnées dans les 2 ateliers centraux, hein. Et on a des transports de nuit, un Mailchrone qu'on a mis en place et que j'ai mis en place en 2014 déjà, qui va faire le tour de la Belgique toutes les nuits. Donc il prend des pièces dans l'atelier central en fonction des besoins des ateliers de ligne et il va circuler toutes les nuits et il va déposer des pièces à un, il va reprendre, il va déposer, il va reprendre pour que toutes les pièces nécessaires soient toujours disponibles au bon endroit pour le matin. Et donc là, on a gagné en termes de disponibilité de pièces, en termes de picking et autres. Donc, on fait le picking jusqu'à 16 heures et à 3-4 heures du matin, les pièces sont disponibles à Arlon, à Ostende, à Anvers. Donc ça, c'est un des processus qu'on a mis pour augmenter la disponibilité des pièces sur site et donc la disponibilité du matériel. Ensuite, la fiabilité, bon là, il y a d'autres questions plus loin pour la fiabilité, donc on peut revenir un peu après sur la fiabilité. Ok, merci. Comment décidez-vous du nombre de trains à faire circuler pour éviter des clients mécontents et en même temps pas avoir des coûts inutiles Ouais. causés par des trains sous-utilisés? Là, c'est très particulier parce que, de nouveau, notre contrat de service public, il nous impose un plan de transport minimum. Plan de transport, c'est un nombre de trains minimum par relation à faire circuler. Donc ça, l'État nous dit, et c'était négocié avec l'État, et si je prends Bruxelles-Malines, dans notre plan de contrat de service public, c'est indiqué, mais voilà, pendant les heures de pointe, il faut 5 trains par heure, les heures creuses, 4 trains, et de nouveau, les week-ends, 4 trains, par exemple. Donc tout ça est mentionné dans le contrat de service public. Donc on est obligé de faire circuler nos trains comme ça par rapport au contrat de service public. On peut faire circuler plus de trains si on a la capacité. C'est ce qu'on fait par exemple en période touristique. On sait bien que quand il fait beau en été, on va voir beaucoup de gens à la côte. Donc là, on fait circuler plus de trains. Donc ça, c'est le nombre de trains par segment. À côté, on fait du comptage régulier des voyageurs. Pourquoi on fait ce comptage-là? C'est pour pouvoir dimensionner les trains, justement. Savoir si on va mettre 4 voitures ou 8 voitures ou 10 voitures. Donc, il y a des comptages réguliers qui se font.
c'est manuel, c'est quelqu'un qui passe dans le train avec un petit boîtier et qui va compter vraiment les voyageurs pour savoir le taux d'occupation des trains et savoir quel train on doit renforcer ou pas en fonction de l'occupation des lignes. Donc c'est Ok. comme ça que c'est fait. Petite parenthèse, pendant la période Covid, par exemple, la SNCB, on a été obligé par l'État de faire circuler tous nos trains, sauf les trains de pointe. Donc c'était une obligation, même s'il n'y avait que très peu de personnes, l'État nous obligeait à faire circuler nos trains. Donc Hmm. par rapport à la France, à la SNCF ou à l'Allemagne ou à d'autres, eux, période Covid, lockdown, il n'y avait presque rien qui circulait. Pourquoi l'État nous a imposé à faire circuler les trains? C'était pour assurer le transport des personnes dans les métiers cruciaux. Par exemple, s'il y a des médecins ou des infirmières qui prennent le train pour aller travailler, c'était pour être sûr que tous ces gens qui devaient travailler pouvaient aller de façon sécure. Donc, nous, nos trains ont roulé pendant toute la période Covid pratiquement à vide, ce qui a généré beaucoup de coûts par rapport aux rentrées qu'on avait. Et donc, il y avait autant de trains que normalement ou Oui, moins? sauf le matin et le soir, il y a quelques trains P, les trains de pointe, pic-ur. Là, on n'a pas fait rouler, mais tout le plan de transport Ah normal, oui, tous les IC, les IR et autres, tout a circulé de façon 100%. ok. Ouais. Merci. Donc voilà comment on dimensionne, nous, les trains par rapport au plan de service public, par rapport au nombre de personnes et par rapport aux événements qu'il y a. Allez, s'il y a un événement comme Pukkelpop ou Tomorrowland, là, on ajoute Ouais. aussi des trains en fonction de Oui. certains points. Voilà. Euh, mes trois prochaines questions concernant la durabilité. La première question, comment la SNCB encourage-t-elle la durabilité dans toute la chaîne d'approvisionnement? C'est une bonne question, Nils. Merci. Tout d'abord, au niveau global, CSR, durabilité ou autre, on a dans le contrat de service public de nouveau deux engagements. Deux engagements qui sont de travailler avec au moins 75% de fournisseurs avec des clauses EcoVadis ou équivalentes. EcoVadis, donc c'est un certificat comme quoi on s'engage à respecter l'aspect durable et autres. Et le deuxième engagement, c'est avoir X% de nos tenders, ça aussi 75-80% de nos tenders, avec des clauses durabilité, donc au sens large. Hein. Donc ça, c'est une imposition de l'État. On doit monitorer et rapporter à l'État tous les ans qu'est-ce qu'on a fait, le spend qui est couvert par du certificat EcoVadis ou équivalent, et le nombre de tenders avec des clauses de durabilité. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, dans toute la chaîne d'approvisionnement, pour certains types d'approvisionnement, je vais dire que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a très peu de poids par rapport aux fournisseurs. On achète des trains chez Alstom. Beaucoup de pièces, on est obligé de les acheter chez Alstom parce qu'on n'a pas le know des pièces. Et là, on ne sait pas faire pression sur le fournisseur pour des aspects durables parce qu'il va dire, bon, si tu ne veux pas mes pièces, ton train ne va pas rouler, tu n'as pas de choix, tu es obligé de venir chez moi. Hein. Dans d'autres aspects de l'approvisionnement ou de la logistique, là, on a beaucoup plus de liberté, donc on peut imposer certaines clauses pour tout ce qui est le repackaging, réutilisation, le pourcentage de composants réutilisés dans la fabrication des nouvelles pièces, des règles pour le transport. Donc tout ça, on met de plus en plus en fonction de notre position par rapport au marché. Merci. Deuxièmement, je me demande quels sont les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès dans la SNCB en matière de durabilité. Donc, comme j'ai dit, il y a les deux éléments EcoVadis fournisseurs et les clauses CSR durabilité dans nos tenders. Mais on a aussi au niveau SNCB un certificat EcoVadis qu'on renouvelle tous les ans. Et cette année, je vais vite regarder si j'ai le résultat de cette année.
Donc, ça évolue. Chaque année, on évolue de quelques pourcents. Ah. Je regarde si tu as 2 petites secondes. Je ne le trouve pas comme ça, malheureusement. Ah, attends. Non. Désolé. Mais bon, en tout cas, c'est mesuré. Donc, pour avoir un score EcoVadis, on est évalué sur beaucoup de critères, hein, tant dans la partie achat, tant dans la partie aussi SNCB, économie d'énergie ou autre. Et donc, en fonction des différents critères et des différents reportings qu'on va apporter, ils vont calculer un score. Et donc, chaque année, on regarde un peu les éléments qui sont les moins bien scorés pour pouvoir travailler sur ces points-là pour évoluer et améliorer nos scores EcoVadis. Et c'est aussi très pertinent, puisque nous, on doit travailler avec des fournisseurs qui ont un certificat EcoVadis. C'est important pour SNCB d'avoir aussi ce score, ce certificat EcoVadis pour être beaucoup plus légitime par rapport au marché. Voilà. Bien. Et enfin, je me demandais si vous aviez des plans ou des idées pour réduire votre empreinte carbone dans le futur. Il y a d'abord au niveau organisationnel SNCB, il y a 2-3 ans maximum, on a créé 2 nouvelles cellules distinctes avec qui procurement et SNCB travaille tous les jours. C'est une cellule énergie avec vraiment une expertise énergétique dans cette cellule et une cellule CSA, Corporate Social Responsibility. Donc, ces 2 cellules-là vont manager un peu les réductions d'énergie, l'énergie verte et toutes ces choses sous l'aspect social responsibility. Au niveau concret comme projet maintenant, on a beaucoup de projets d'installation de panneaux photovoltaïques sur nos grands ateliers. On a des immenses toits qui sont libres, donc on installe de plus en plus de panneaux photovoltaïques pour essayer que nos ateliers soient de plus en plus autonomes en électricité. On a aussi le projet de relighting, où maintenant on va remplacer énormément d'éclairage dans les gares et dans les ateliers par du LED. Donc ça, il y a un grand marché qui est lancé vraiment pour réduire au maximum nos consommations énergétiques et améliorer notre empreinte carbone au total. C'est aussi des aspects qui sont fortement mis en avant dans l'achat des nouveaux trains. Parce que quand on achète des nouveaux trains, on est occupé sur l'achat des AM30, qu'on appelle ça, dans les nouvelles automotrices. Ce sont des éléments qui sont fortement pris là-dedans. Et dans tous les investissements techniques, on travaille beaucoup avec le total cost of ownership et avec tout ce qui est aussi consommation d'énergie qui rentre vraiment dans les critères d'attribution pour les marchés. Donc, celui qui va consommer le moins ou produire le moins de déchets gagne des points par rapport à l'attribution sur le marché. Donc, il y a vraiment différents points pour lesquels les SNCB travaillent et s'engagent fortement là-dedans. Surtout que tout ce qui est carbone footprint et le scope 3, il y a des engagements européens dans lesquels chaque société doit faire aussi son monitoring, son reporting. Merci. Voilà. Donc, je vais poser ma question. Et premièrement, quel rôle de l'automation, comme les robots ou les véhicules autonomes, joue-t-elle dans l'amélioration des processus logistiques? Et aussi, mon deuxième question déjà, quel obstacle la SNCB rencontre-t-elle avec cette technologie de l'amélioration de la logistique? Ces 2 questions, c'est bien de la transformation sont fortement liées. Tout d'abord, SNCB on a fait 16 cellules. Donc, c'est une grosse machine à faire bouger. Donc, on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de personnes encore qui
proposition, pourquoi changer, on a trouvé comme ça. Donc, c'est très compliqué de faire changer cette mentalité, surtout dans les ateliers, par exemple. Donc au niveau robotisation, pour l'emploi de la logistique, pour du soulage, pour d'autres choses, on est encore très loin. Donc, on n'a pas fait grand-chose. Si on a quand même dans nos ateliers, pour l'aspect stockage, picking ou autre, on a des stockage, des magasins de stockage, par exemple, magasin Heidel ou Cardex, ça sont les deux grands. Voilà. Maintenant, on commence aussi à simplifier et automatiser certains picking et autres. En parallèle, on construit un grand magasin pour centralisation des pièces à manine. Et là, il y aura d'autres aspects. Ils vont intégrer seulement de diffusion de discussion. Juste, ce sera l'autre question après. Ouais, donc nous sommes loin des véhicules autonomes, je comprends. Ouais. Oui. Ça va quand même certains projets. Il y a des véhicules, par exemple, dans la locomotive, on se fait en cargo. Il y a des locomotives autonomes qui circulent. Donc, c'est bien propre. On pourrait y arriver, au train autonome, parce qu'on a des équipements non sécuritaires importants dans l'European Joint Control System, qui permettra de faire des villes de façon autonome. Mais c'est encore dans les projets à court terme SNCB et à moyen terme non plus. Ok, parfait. Et ma troisième question, comment l'innovation pourrait rendre le transport entre la Belgique et d'autres pays comme européens plus efficace et mieux intégré? Ouais. Là, ça faut savoir que le transport ferroviaire, historiquement, chaque pays avait un peu ses propres règles internes qui concernent par exemple l'espacement des voies. Donc en Belgique, en France, en Allemagne, en Hollande, l'espacement des voies c'est 1,414 entre deux rails. En Espagne, c'est 1 mètre. Donc c'est très difficile de faire passer très vite d'un réseau à l'autre parce que l'espacement est différent. Donc il fallait être agile. Il y a eu beaucoup d'études et il y a maintenant certains bougies avec les roues qui permettent d'augmenter et de rétrécir l'écart pour pouvoir passer d'un réseau à l'autre. Il y a deuxièmement au niveau ferroviaire, c'est tout ce qui est en tension d'alimentation caténaire de bonding. Là, il y a différentes tensions possibles. On a 3 tensions différentes qui est le 1500 volts continu, le 3000 volts continu, ça c'est le plus répandu en Belgique, le 25 000 volts alternatif en 50 Hz. On a ça sur les grandes vitesses. Ou bien la France, c'est beaucoup du 25 000 volts. Et il y a du 15 000 volts, c'est 16 Hz 2 tiers. Donc ça, c'est vraiment l'Allemagne. Donc c'est 4 systèmes de tension différents. Donc, quand on veut faire circuler un train entre différents pays, il faut aussi avoir des combinaisons et des différentes dans les locomotives avec des transformateurs, avec des différents équipements qui permettent de passer d'une tension à l'autre. Et le dernier grand élément, c'est tout ce qui est système de sécurité. Comment le train va réagir au passage d'un feu rouge. Allez, un feu rouge. Donc là, tous les réseaux avaient des systèmes différents. Mais l'Europe a imposé il y a quelques années d'uniformiser un système qui s'appelle le CCS, European Joint Control System, qui permet aux opérateurs d'aller sur différents réseaux avec les mêmes systèmes. C'est une très bonne idée, sauf que ça a pris beaucoup de temps pour développer. Pourquoi? Parce que les grands opérateurs comme SNCF ou comme DB, qui avaient chacun leur système, ils n'étaient pas intéressés d'avoir un système européen. Et surtout, nous, les petits opérateurs, quand on traverse la Belgique, de Mons, la Belgique, c'est très petit. Donc, si on veut faire plus de trains, il faut sortir de la Belgique. Donc, on est obligé d'implémenter ça. Donc, le TCS, on est un peu les pionniers en Belgique à avoir implémenté beaucoup de TCS dans nos trains pour sortir.
Maintenant, on a quand même certaines réussites en dehors des trains à grande vitesse. Et on vient de mettre en service le train des 3 pays à Liège, qui fait Liège, Maastricht et Aken, ça s'appelle. Et donc, c'est un train qui est cofinancé par les 3 pays, qui est équipé des 3 technologies, qui ne porte pas le logo SNCB, qui ne porte pas le logo allemand ou le logo hollandais. C'est vraiment un train spécifique des 3 pays qui a été développé par les 3 opérateurs. Donc, il y a la technologie, il y a eu beaucoup d'innovation au niveau des roues, et beaucoup d'innovation au niveau des systèmes de sécurité pour pouvoir essayer de faire circuler les trains. Et maintenant, on revoit de plus en plus de trains internationaux qui circulent sur nos lignes. On a les trains de nuit, par exemple, qui partent de Bruxelles, qui vont à Berlin, qui vont à Prague. Mais on a aussi des trains maintenant qui démarrent de Belgique vers la France sur les voies conventionnelles. Donc on a beaucoup plus de possibilités de circulation maintenant, parce que les pays se mettent un peu ensemble pour évoluer. Ouais, d'accord, je comprends. Bonjour, j'ai quelques questions concernant la supervision des systèmes logistiques. Donc, mon première question est quel type de système logistique utilisez-vous dans la SNCB? Les systèmes logistiques pour les pièces de train ou pour la planification des trains? Pour la planification. Pour la planification des trains, comme j'ai dit, on a développé certaines applications nous-mêmes, mais on a acheté aussi une application il y a quelques années. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ce n'est pas encore mis en service, on a beaucoup de problèmes, ça nous a coûté des dizaines de millions d'euros et on ne sait pas si on va continuer. Mais c'est une application qui va gérer tout l'organisation de la planification des trains, des conducteurs, des accompagnateurs, tenant compte des différents besoins. Donc c'est vraiment un système software. Hein. Mhm. Ça va. Et comment gérez-vous la logistique de votre entreprise? Ouais. Ben là, on a différents départements qui travaillent dans l'aspect logistique. On scinde en 2 grandes parties, on coupe en 2 grandes parties. Tout ce qui est l'aspect pièces, il y a un département supply chain intégré au département technique pour lequel l'équipe de Peter va gérer l'approvisionnement. Donc là, il travaille 100% avec SAP, avec toute la planification comme j'ai expliqué tout à l'heure. Pour tout ce qui est la partie indirecte dans mon équipe, donc on a différents départements intégrés. On a un département Share Service Center Finance, qu'on appelle ça, qui est notre machine à PO, notre machine à Purchase Order. Donc c'est un département à part de chez moi, mais qui va créer toutes les petites commandes et qui va suivre toutes les petites commandes. Et on vient de lancer maintenant un département Share Service Center Supply, qui va organiser le supply chain pour la partie non pièce train, donc pour la partie indirecte. Pourquoi? Parce qu'avant, chaque direction avait ses armoires pleines de bics, de papier, avait tous ces petits stocks noirs, Zwarte Voorraad, à gauche, à droite, et on n'avait aucun contrôle là-dessus. Maintenant, on a centralisé ça dans un service supply interne SNCB qui va monitorer, faire les appels sur contrat et faire le dispatch vers les différents utilisateurs. On a un autre système d'approvisionnement qui est lié aux uniformes des accompagnateurs. Dans les trains, le train begeleiders, l'accompagnateur a un uniforme. Là, on travaille avec une société privée qui gère ça pour nous. Et chaque accompagnateur a un système de jetons. Il a, par exemple, 10 jetons par an. Et s'il veut un nouveau pantalon, c'est 2 jetons. Une chemise, c'est un jeton. Et donc, il peut gérer comme il veut, mais il a son paquet de jetons. Quand il n'a plus de jetons, tant pis, il n'a pas de nouveaux vêtements. Donc, il y a différents vraiment aspects pour la logistique en fonction des types d'utilisation de produits. Ça va, merci. Et comment optimiser ce système pour qu'il s'aligne au mieux sur la stratégie de votre entreprise? Et est-ce que vous avez peut-être un exemple d'un système optimisé? Oui, là, c'est vraiment l'aspect supply chain. Pièce train est le plus avancé là-dedans.
puisque là, on travaille vraiment sur des BOM, sur de la planification stricte des maintenances et la planification de l'approvisionnement. Maintenant, il y a eu beaucoup de soucis les dernières années. Il y a encore beaucoup de soucis maintenant parce que c'est encore loin d'être fort stable. Mais le problème, c'est que les BOM, Bill of Material, pour la maintenance, il y avait peut-être 100 personnes qui pouvaient changer les BOM. Et si on a prévu une maintenance et qu'on change au dernier moment l'inventaire des pièces, on voulait lancer le travail, on n'avait pas toutes les pièces qu'il fallait parce que l'inventaire avait été changé au dernier moment. Donc maintenant, il y a des processus qui ont été mis en place pour que ce soit cadenassé, que ce soit validé et qu'il y ait une date effective de mise en place. Donc quelqu'un qui veut modifier une bill of material, il va pouvoir le faire moyennant le go de telle personne, tenant compte d'un délai d'approvisionnement de pièces et d'une mise en application dans le futur. Donc là, c'est vraiment structuré, géré pour éviter les dépourvus de stock brut, donc pour la maintenance des trains. Et on essaye aussi de faire de plus en plus de stocks dédiés, parce qu'avant, premier arrivé, premier servi, hein, comme si on va au magasin, qu'on veut des pâtes, et si quelqu'un est passé avant, il a fait une grosse fête, il a pris toutes les pâtes, il n'y a plus de pâtes. Maintenant, avec les BOM, avec le système de planification, on réserve, si tu veux, les pièces pour être sûr que quand on va lancer l'intervention, on a toujours les bonnes pièces au bon moment. Ça va, merci. Donc, là, il y a eu beaucoup d'optimisation vraiment dans l'aspect paramétrisation, suivi des BOM et autres. Mais il y a encore un grand travail à faire pour tout ce qui impacte la logistique, c'est la bonne définition des pièces. Parce que pour le moment, c'est un peu farfelu, je vais dire, difficile. Allez, moi j'ai un iPhone, quelqu'un a un Samsung, mais si on me met dans le système, voilà, chargeur pour smartphone, je peux avoir un chargeur avec un embout spécifique iPhone, un embout Samsung ou autre. Quand ça va arriver chez l'utilisateur, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que la définition de l'article n'est pas encore correcte. Et là, il y a beaucoup de travail intense qui sont faits pour être sûr que la définition est bien correcte pour pouvoir acheter. Donc là, c'est un grand défi dans l'équipe de Peter. Ok. Bonjour. J'ai encore 3 petites questions à vous poser concernant le traitement de véhicules en panne et des accidents. Donc, je commence avec ma première question. Quelles sont les procédures et technologies utilisées par la SNCB pour détecter préventivement les défauts des véhicules et comment sont-elles appliquées? Ouais. Dans les anciens trains, on n'avait aucune technologie pour faire du préventif. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On planifiait les maintenances sur base d'un retour d'expérience. Donc, on espaçait plus ou moins en fonction, on sait que le système de chauffage sur ce type de train, ça tient à peu près 6 mois. Donc, tous les 6 mois, il faut faire de la maintenance préventive pour être sûr qu'on va tenir 6 mois. Maintenant, dans tous les nouveaux trains, on a installé de la télémétrie. Donc, on a un ordinateur de bord qui va monitorer tous les équipements du train, que ce soit les équipements de conduite, de climatisation, de port, de freinage, avec toutes sortes de codes et des différents codes défauts. On peut avoir des codes défauts que le train n'est pas encore en panne, comme dans une voiture, l'ordinateur de bord. Et tous ces systèmes de codes sont envoyés automatiquement vers une centrale. Et donc là, il y a une analyse avec des algorithmes qui vont dire, ah ben tiens, ce train-là, il a déjà eu 4 fois ce système de code, donc il faut absolument le faire rentrer, sans quoi il risque de tomber en panne pour ce système porte. Donc c'est la télémétrie qu'on a appliquée maintenant dans les trains les plus récents, donc comme les trains Desiro, qui vont faire le RER plus tard. Donc, les dernières générations de trains sont tous équipés de télémétrie. Ça a 2 impacts. D'un, on fait de la maintenance beaucoup plus préventive avant d'avoir une panne, donc on anticipe les pannes. Et de l'autre côté, on peut voir aussi, tiens, historiquement, on faisait de la maintenance
sur des portes tous les 6 mois. Mais on voit qu'on n'a jamais de code défaut, jamais de problème, puisque c'est mesuré en temps réel. Donc là, on peut passer à 8 mois ou à 9 mois. Donc on va aussi optimiser, avoir des gains en termes de maintenance, puisqu'on va changer un peu les intervalles de maintenance. Très intéressant. Je continue avec ma deuxième question. Comment se passe la communication et coordination entre les différents services, comme des équipes de train ou des équipes de maintenance et contrôle du trafic, pour rapidement résoudre les problèmes de véhicules défectueux ou d'accidents sur les voies? Ouais. Avant, allez, il y a quelques années, quand il n'y avait pas encore les GSM, c'était des radios dans le train qui ne fonctionnaient pas toujours bien. Et donc, il y avait un livre de bord papier où on notait. Et en fonction de la note, quand le train rentrait, il y a quelqu'un qui allait regarder et qui avait dit, OK, il faut faire ça, ça ou ça. Maintenant, donc, tout le monde allez, tous les trains, conducteurs de train ou accompagnateurs sont équipés de leur GSM. Et donc, ils savent directement contacter le dispatch. Il y a une centrale maintenant à la SNCB qui va collecter toutes les informations des conducteurs, des accompagnateurs. Donc, par exemple, si un conducteur dit, ben, moi, mon train, j'ai eu plusieurs fois des problèmes de traction et il n'y a pas encore de télémétrie sur ce train, donc il contacte le dispatch. Et le dispatch va dire, OK, ce train-là, il y a des problèmes de traction, donc on va continuer avec ce train jusqu'à telle gare. Ensuite, on va faire rentrer dans un atelier. On va faire en sorte de faire venir un autre train pour faire les autres services. Donc maintenant, il y a vraiment cette communication vers le dispatch central qui va coordonner les entrées de train en atelier. Et donc la même chose en cas d'accident ou pour les interventions urgentes. Ok. Et j'ai aussi une dernière question de l'interview. Quelles sont les stratégies utilisées pour minimiser l'impact des pannes ou des accidents sur l'horaire et comment la SNCB veille-t-il à ce que les voyageurs soient informés rapidement et correctement des changements? Là, c'est le grand défi de Grootstøydagging, la information aux voyageurs. Ça, c'est vraiment le gros problème. Pourquoi? Parce que l'accompagnateur de train ne sait pas toujours les problèmes qu'il y a. Et donc, pour le moment, allez, il n'y a pas vraiment de recette miracle et de réponse claire et correcte que je pourrais donner là-dessus, parce que c'est encore vraiment un point important à travailler. Et c'est aussi l'information voyageur et la satisfaction voyageur sont des éléments de notre contrat de service public. Donc, c'est vraiment important. Allez, on travaille de plus en plus sur les applications pour les voyageurs. Hein. Donc, tu sais voir maintenant avec les applications tes horaires de train, mais aussi la composition des trains. Mais dès qu'il y a un problème en exploitation, c'est un peu le chaos pour le moment. Ouais, Et là, ouais. Et surtout, allez, tu as le problème. Allez, quand on voit le problème de circulation des trains, il y a trois grands éléments qui jouent dans la ponctualité des trains. C'est naturellement, la fiabilité du matériel. Hein. Le train, il est en bon état pour rouler. Hein. C'est comme une voiture, elle ne démarre pas, mince, je ne sais pas partir. Mais il y a aussi l'aspect, tout ce qui est infrastructure d'infrabel. La caténaire est cassée, les signaux ne fonctionnent pas. Là, nous, SNCB, on ne sait rien faire. L'infrabel ne va pas, on ne sait pas rouler sur les voies. Mais le troisième élément fort important aussi, c'est tous les problèmes tiers, les voyageurs, des gens sur les voies, des voitures sur un passage à niveau. Et donc là, ça perturbe énormément la ponctualité. ouais, ouais. Et donc, encore un dernier élément qui a toute son importance. Donc, contrat de service public, tous les ans, on doit rapporter à l'État les résultats en termes de ponctualité, en termes d'euros, hein, les bidas de la société, la satisfaction client, fiabilité, tous des éléments. Et on a une fourchette. Pour chaque KPI, on a une fourchette. Donc, par exemple, la ponctualité cette année, c'est entre 89,8 et 91. Si on tombe dans cette fourchette, ça va. Si on tombe en dessous de la fourchette, on a un malus. Donc l'État dit, OK, tu as un malus, donc c'est autant de centaines de milliers d'euros en moins sur ton enveloppe. Et pour les cadres supérieurs,
Donc, moi, je suis cadre supérieur à la SNCB, comme Peter. Là aussi, notre bonus annuel est basé sur les résultats des différents KPI. Donc, si les KPI sont mauvais, notre bonus annuel est aussi moins bon. Donc, on a tout intérêt, tous ensemble, à faire en sorte que ça fonctionne bien, sans quoi on gagne moins d'argent. Ouais, merci pour votre réponse. Voilà. Finalement, nous tenons à vous remercier énormément pour prendre le temps de faire cette interview. Avec grand plaisir. Nous avons beaucoup appris et nous attendons avec impatience à notre prochain entretien. Oui. Mais s'il y a d'autres questions ou si vous voulez dans le futur, vous avez mon adresse mail, vous avez les contacts, vous êtes les bienvenus. Ouais. Ok, merci encore. Bonne journée. Merci, monsieur. Merci également. Merci. Très bonne journée. Au revoir. Mon Dieu. Au revoir.